Alors, donc bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les études de droit. Bonjour. Je vais juste pour vous prévenir que les caméras et les micros sont bloqués. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Je vais les relayer à ma collègue à la fin. Donc, je vous propose de commencer. Je partage mon écran comme ça, vous allez pouvoir voir le diaporama et je vais laisser la parole à ma collègue qui va pouvoir vous faire la présentation. Merci beaucoup, Armel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui. On a 3 quarts d'heure à passer ensemble, donc ça va aller assez vite. Donc, on va essayer de ne pas perdre de temps. D'abord, je me présente. Je suis Marie Caffin-Moi. Je suis professeure de droit privé à l'Université de Cergy-Pontoise, donc à la faculté de droit. Et donc, je viens vous faire cette présentation parce que je suis aussi référent lycée. Donc, je m'occupe des relations entre l'université et le lycée de manière générale. Voilà. Alors, j'imagine que là, vous êtes en seconde, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'imagine que vous commencez à vous poser beaucoup de questions sur votre orientation. Donc, mon but aujourd'hui, c'est un peu de vous aider. Peut-être que certains d'entre vous sont sûrs de vouloir faire du droit. Et dans ces cas-là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi notre faculté de droit de Cergy-Pontoise est très bien et très intéressante. Et puis, il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire et qui sont venus juste se renseigner. Donc, je vais essayer de répondre aussi à leurs questions. Alors, mon but, je vais vous faire une petite présentation rapide. Mon but, c'est surtout de répondre à vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions par le chat et Armel Jacquin me retransmettra vos questions. Alors, déjà, Armel, est-ce que vous pouvez remettre la photo d'avant, juste une seconde, parce que je voulais montrer l'université de Cergy-Pontoise aux étudiants. Alors, c'est une petite partie de l'université de Cergy-Pontoise, mais c'est la partie dans laquelle se trouve la faculté de droit. Donc, tous les cours ont lieu quasiment dans les amphithéâtres du gros bâtiment que vous voyez à droite. Et au troisième étage, il y a ce qu'on appelle les travaux dirigés, qui sont tous les cours qui sont non pas en amphithéâtre, mais en petites salles de classe, qui ont lieu donc au troisième étage. Donc voilà le cadre, c'est tout près de la gare RER de Cergy-Préfecture. Alors, vous pouvez passer à la suivante, Armel. Merci. Donc déjà, oui, bienvenue à la faculté de droit, puisque vous y êtes un petit peu là, on va dire par l'esprit en tout cas. CY Cergy Paris Université, c'est le nouveau nom de l'université de Cergy-Pontoise depuis maintenant 2 ans, mais c'est bien l'université de Cergy-Pontoise qui s'appelle comme ça, CY Cergy Paris Université. Alors, juste pour que vous sachiez, la faculté de droit qui se trouve à l'université de Cergy-Pontoise, c'est une faculté dont on dit qu'elle est à taille humaine, c'est-à-dire que c'est pas, vous voyez, à Nanterre, par exemple, il y a 10 000 étudiants en droit, à Cergy, il y en a 3 000, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Mais sur les 3 000, on a près de 1 200 en première année. Donc, c'est la première année où il y a vraiment beaucoup de monde, et après, ça va évidemment un peu en diminuant. Donc, nous avons 3 000 étudiants, nous sommes 60 enseignants-chercheurs. Donc, enseignants-chercheurs, c'est ce que je fais moi. Donc, on fait les cours et en même temps, on fait de la recherche, c'est-à-dire qu'on écrit des ouvrages en droit. Et il y a à peu près 25 personnes dans le service administratif qui s'occupent très bien de nos étudiants. Donc, c'est une faculté à taille humaine. Ça veut dire qu'il y a une certaine proximité quand même entre les enseignants et les étudiants, qu'on est assez accessible, qu'on se voit, qu'on les connaît. Je ne vais pas vous dire que je connais tous mes étudiants de première année, mais quand même, on les visualise assez bien. Donc, c'est une faculté dans laquelle il fait assez bon vivre parce que finalement, ça reste quand même dans des effectifs relativement réduits. Alors évidemment, ça va vous changer quand même du lycée, hein, très certainement, mais vous allez voir que ça reste une petite faculté. Alors la question que vous posez peut-être, ou à laquelle vous avez peut-être déjà répondu, je ne sais pas, c'est qu'est-ce qu'on fait après des études de droit? Parce que c'est quand même pour ça que j'imagine que vous réfléchissez à votre orientation. C'est les études, c'est bien, mais pour faire quel métier? Donc là, on vous a, sur la slide que vous voyez, là, situé un peu tout ce qu'on peut faire après des études de droit. Il faut savoir que ce sont des études enfin, qui mènent à beaucoup, beaucoup de professions. Là, il n'y a pas tout, en fait, hein. Il y a une grosse partie des effectifs qui suivent ces parcours-là, mais il n'y a pas tout. Évidemment, il y a sûrement d'autres idées à avoir en ayant une licence de droit ou un master de droit en poche. Mais globalement, beaucoup de nos étudiants veulent passer des examens ou des concours qui sont après les études de droit ou qui se passent pendant les études de droit, ça dépend du niveau. Avocat, par exemple, il faut avoir un bac+4, donc un master 1 en droit. Magistrat, pareil, notaire, greffier. Les concours de police, en revanche, il y en a qui se font bien plus tôt, après la licence, par exemple.
gendarmerie, huissier. Donc tout ça, ce sont des concours auxquels on prépare à la fac de droit. Ensuite, il y a des professions sans concours. On peut être juriste d'entreprise. Donc là, vous travaillez dans des entreprises et vous vous occupez de toutes les affaires juridiques. Donc ce qu'on appelle des directions, vous travaillez dans des directions juridiques. Vous pouvez travailler dans des legal tech, ce sont alors, il y a une faute, hein, c'est légal, j'ai oublié un L. Legal tech qui sont des entreprises qui font du droit, mais avec un aspect très moderne, puisqu'il s'agit de faire du droit grâce aux nouvelles technologies. Donc c'est assez intéressant, c'est un marché assez porteur. Vous pouvez travailler dans des directions fiscales, dans des collectivités territoriales, dans des associations, dans des organisations non gouvernementales, etc., etc. Et puis ensuite, il y a des métiers émergents. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette slide, j'ai fait des bêtises, mais ça prépare aussi à des métiers émergents comme des juristes spécialisés en droit douanier, ce qu'on appelle des compliance officers, des data protect officers. Tout ça, vous comprendrez ce jargon au fur et à mesure, mais ce sont des métiers plutôt émergents, donc qui supposent d'avoir une spécialisation assez pointue que vous pouvez acquérir en master. On pouvait être juriste en lutte anti-blanchiment, etc. Et puis, et surtout, je dirais, vous pouvez très bien, avec une licence en droit, c'est pour ça qu'il ne faut pas se retenir quand on ne sait pas très bien quoi faire, c'est pas mal de faire du droit si on a les qualités requises, parce qu'on peut après poursuivre d'autres études, intégrer un IEP, Sciences Po, une école de journalisme ou encore une école de commerce. Donc, la licence en droit est une assez bonne base pour cela. Mais bon, la plupart de nos étudiants deviennent avocats, juristes d'entreprise, travaillent dans la police, dans la gendarmerie et dans les collectivités territoriales. En gros, c'est à peu près les grandes tendances de ce que deviennent les étudiants en droit. Alors, quelles sont les qualités requises? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, que vous ayez très envie de faire une profession, c'est bien, mais il faut que vous sachiez si vous avez les qualités requises. Et les qualités requises, il faut vraiment y faire très attention à ça tout de suite parce que c'est ce qui conditionnera votre réussite en droit. Le droit, c'est difficile, vous le savez, les résultats en première année ne sont pas toujours très bons parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent sans savoir, puisque vous n'en faites pas vraiment au lycée, sans savoir exactement ce qu'il faut comme qualité. Et ce qu'il faut comme qualité, vous les avez résumés là. Et c'est très important. Alors, si vous en manque une petite, par exemple, vous dites, oh, moi, je ne suis pas très logique, bon, il ne faut pas non plus vous arrêter. En revanche, si, par exemple, votre niveau de français écrit et oral n'est pas bon, que les profs vous le disent tout le temps, que vous ne savez pas rédiger, que vous ne savez pas faire une dissertation, vous êtes très, très mauvais dans ces matières-là, ce ne sont pas des études faites pour vous. Si vous n'aimez pas lire, ce ne sont pas des études faites pour vous. Il faut vraiment avoir un bon niveau de français, ça c'est capital. Il faut avoir un esprit logique, bon, même si, encore une fois, on peut être très mauvais en maths et réussir en droit, j'en suis la preuve vivante. Il faut avoir une capacité à synthétiser, analyser un texte. Donc, il ne faut pas être rebuté par le fait de lire et de construire un raisonnement. Il faut être très ouvert sur le monde. Le droit, c'est une matière que, sans le savoir, vous rencontrez tous les jours. Donc, il faut aimer lire l'actualité, s'intéresser à la situation du pays, la situation internationale, à l'histoire, à la sociologie. Ce sont des choses auxquelles il faut s'intéresser. Et donc, il faut aimer les questions sociales, économiques, politiques. Il faut savoir travailler en autonomie. Ça, c'est vrai dès que vous êtes à l'université, mais particulièrement en droit. Donc, il faut savoir travailler tout seul et en groupe d'ailleurs, puisque nous faisons aussi beaucoup de travail en groupe. Et il faut savoir s'organiser, travailler de façon personnelle. Si vous détestez faire vos devoirs et que vraiment pour vous c'est insoutenable, je crois que le droit ne sera pas fait pour vous parce qu'il y a du travail personnel à faire souvent. Voilà, tout le temps même d'ailleurs. Donc il faut être assez autonome aussi. Donc ça c'est pour les qualités, mais franchement la principale de mon point de vue, c'est le niveau de français. Je ne vous dis pas qu'il faut avoir 18 en français, je vous dis qu'il ne faut pas être mauvais en français. Voilà, il ne faut pas que vous soyez dans la difficulté dès que vous devez tourner une phrase. Sinon, ça ne va pas passer dès le début. Voilà. Alors, la slide d'après vous montre un tout petit peu juste comment on fonctionne à l'université, si ça peut vous éclairer un petit peu. Peut-être que vous le savez déjà, vous avez peut-être des frères et sœurs qui sont à l'université. En gros, nous avons à la faculté de droit une organisation qui est faite de cette manière-là toujours, dans toutes les années. Vous avez des cours magistraux
donc en amphithéâtre, où il y a allez, selon les années, entre 50 et 300 personnes. Donc ce sont des cours en amphi où vous notez beaucoup ce que dit le professeur. Et puis, donc ça, il y en a à peu près 15 heures par semaine en première année, sur 11 semaines par trimestre, parce que l'année est divisée en semestres, pardon. L'année est divisée en 2 semestres, un qui fait septembre-décembre et l'autre qui fait janvier-avril, en gros. Donc vous avez 11 semaines à chaque fois dans chaque semestre. Donc pendant 11 semaines, vous suivez des cours en amphithéâtre, où vous prenez des notes dans toutes les matières. Et par ailleurs, vous avez aussi chaque semaine deux travaux dirigés, c'est-à-dire 2 fois 1h30 en petite classe avec un groupe, où là, vous faites des exercices pratiques qui vous aident à comprendre ce qui vous a été dit en amphithéâtre dans les matières fondamentales. Voilà à peu près l'organisation. Je pourrais vous répondre, enfin vous préciser les choses si vous en avez besoin après. Et à la fin, vous avez une note qui est dans les matières fondamentales, qui est pour moitié la note que vous avez eue en classe, en rendant des exercices tout au long du semestre, et pour moitié la note que vous avez au partiel, c'est-à-dire à l'examen final, qui a lieu au mois de décembre ou janvier, et puis au mois d'avril ou mai. Et les 2 semestres se compensent, c'est-à-dire que toutes les matières se compensent entre elles, donc il faut avoir 10 pour valider son semestre. Donc vous pouvez avoir 9 au premier semestre et 11 au deuxième semestre, et vous validez votre année. Voilà, donc les matières se compensent entre elles, ce qui vous donne quand même un peu de droit à l'erreur parfois. Alors, à Cergy, pour vous, Armelle, vous pouvez passer, pour vous compreniez comment on fonctionne. On a 3 licences différentes, enfin 4 plus exactement. Donc quand vous en serez là et que vous demanderez sur Parcoursup, il faudra choisir. Ou choisir ou demander, vous pouvez les demander toutes d'ailleurs, hein, mais ça fera plusieurs choix. Donc voilà, ça sera à vous de voir quand vous en serez là. On a une licence, la licence qu'on appelle droit français, c'est la licence classique qui existe dans toutes les facultés de droit de France, à peu près qui est à peu près faite de la même manière que dans les autres facultés. Donc c'est le tronc commun, c'est toutes les matières fondamentales pour un juriste, sachant qu'il est possible de partir en échange en troisième année dans un des 67 pays partenaires de la faculté de droit. Donc ça, c'est la licence classique, celle que vous trouvez partout, qui n'est pas sélective, même s'il faut aller sur Parcoursup, évidemment. On accepte les étudiants dans la limite de nos capacités d'accueil, mais elle n'est pas sélective à proprement parler. Ensuite, nous avons des licences sélectives, donc pour des étudiants qui auraient un bon niveau ou qui auraient envie de faire quelque chose en plus d'un peu particulier. Il y a une licence en droit avec un DU anglo-américain, et il y a une licence en droit avec un DU espagnol ou latino-américain. Pardon. Donc droit anglais, droit espagnol. Donc ces licences-là sont sélectives parce qu'il y a plus de travail, parce qu'en fait, vous suivez la licence classique associée à un diplôme d'université en droit américain ou en droit espagnol. Ça veut dire que ce ne sont pas des cours de langue, ce sont des cours de droit anglais ou de droit espagnol qui vous sont ajoutés en plus, qui vous permettent à la fin de votre licence de connaître les 2 systèmes, le système français juridique, le système juridique français et le système juridique américain ou espagnol. Donc c'est évidemment un plus sur les CV. C'est sélectif parce que c'est beaucoup plus de travail et d'investissement. Et évidemment, le prérequis, c'est de bien parler anglais, enfin d'être assez bon, très bon même en anglais ou en espagnol. Et nous avons aussi une licence intégrée franco-allemande, un peu dans le même esprit, mais qui a pour particularité d'être organisée avec l'université Heinrich Heine de Düsseldorf. Et l'idée est vraiment d'avoir des juristes titulaires d'une double culture en droit français et allemand. Donc ça veut dire qu'on fait une promotion avec moitié d'allemand, moitié de français, moitié étudiant allemand, moitié étudiant français, et on fait une année à Cergy, une année en Allemagne, une année à Cergy, et puis un master, on continue comme ça. Donc une année sur 2, les étudiants partent en Allemagne, et à la fin, ils ont un double diplôme, c'est la licence française, et d'autre part, la certification universitaire allemande qui s'appelle la Zwischenprüfung, qui est l'équivalent un peu d'une licence en Allemagne. Donc nous avons ces licences-là à disposition à la faculté de droit de Cergy. Le plus gros des troupes va en licence droit français, hein. On a à peu près 800 étudiants en licence droit français, et après on en a 150 en DU américain, une cinquantaine en DU espagnol et une vingtaine en licence intégrée.
Alors voilà pour les licences. Alors après, je passe rapidement sur les masters parce que ça, vous verrez plus tard, hein. Il faut déjà avoir sa licence pour pouvoir passer en master. Le système universitaire, en tout cas en droit, il est comme ça. C'est que vous faites une licence en 3 ans. C'est le premier diplôme, en fait, que vous obtenez. Après la licence, vous réfléchissez à soit vous faites complètement autre chose, vous changez d'orientation, ou alors vous passez un concours et vous travaillez directement. Soit vous décidez de continuer en master, et le master dure 2 ans, donc vous êtes sélectionné au début du master 1, et une fois que vous êtes sélectionné au début du master première année, si vous réussissez votre première année, vous pouvez aller en master deuxième année. Et les masters en droit, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais Serge, sachez que l'une des raisons de venir à Cergy, c'est que nous avons des masters très, très, très bien, qui sont très compétitifs, qui insèrent très bien sur le marché du travail, un peu dans tous les domaines, droit des affaires, droit de l'entreprise, droit international, droit privé, droit public, droit de la santé ou encore droit social. Et ça, ce sont des mentions générales, mais vous allez voir qu'on a des masters beaucoup plus spécialisés. Je pourrais vous en parler si vous avez envie après dans les questions. Mais en tout cas, on a eu au palmarès de l'étudiant 2018, il a été démontré que nous étions la faculté de droit avec le deuxième taux d'insertion professionnelle après Assas Paris 2. Ce qui était pour nous évidemment une grande fierté. Et c'est dû au fait que beaucoup de nos masters sont en apprentissage, c'est-à-dire que les étudiants passent 3 jours à la fac, enfin 3 jours en entreprise ou dans une collectivité ou dans une banque à travailler en fait, et 2 jours à la faculté, cependant la deuxième année de master. Donc évidemment, l'insertion est très bonne parce que c'est assez facile de trouver un travail quand on a déjà une expérience d'1 an en apprentissage. Alors juste pour vous donner autre chose que l'impression qu'on fait que travailler, je voulais vous faire un petit point rapide sur les événements à la faculté de droit, parce que vous savez que à Cergy-Pontoise, à l'université, il y a un tissu associatif qui est très dense, qui est très important. Il y a des moyens de faire énormément de choses. Si vous vous intéressez au sport, à l'écologie, à l'art oratoire, vous trouverez toujours une association qui sera pour vous, qui sera faite pour vous et dans laquelle vous pourrez vous investir. Et c'est très important pour votre avenir, je le dis toujours à ma fille qui est plus jeune que vous, c'est très important pour votre avenir de faire des choses aussi en dehors des cours et d'avoir sur vos CV des choses intéressantes, de vous ouvrir l'esprit, de connaître des gens, de vous créer un réseau. C'est très important et ça fait partie du parcours et on encourage beaucoup ça à CY. Donc, au niveau de la fac de droit, on a des événements qui sont assez appréciés des étudiants. Alors là, sur les slides, on vous en a mis quelques-uns. Le Elsa Moot-Court, c'est un concours de plaidoirie, mais en anglais, donc qui est souvent organisé par les DU anglo-américains. Donc, ils font une simulation d'un procès américain. Donc, il y a 2 équipes qui s'affrontent et vous voyez les juges que vous voyez là sont en fait des professeurs de la filière DU anglo-américain qui jugent les 2 parties. Donc, ils font des procès fictifs sur des affaires très connues. Et ça se passe en général au tribunal de grande instance qui nous prête gentiment au tribunal d'instance, tribunal judiciaire maintenant il s'appelle, pardon, qui nous prête une salle à Pontoise. Donc ça, c'est le Elsa Moot-Court. On a aussi la conférence Portalis. Alors là, c'est un concours de plaidoirie qu'on organise chaque année, enfin que les étudiants organisent chaque année. C'est le BDE, le bureau des élèves, qui s'en charge. C'est un concours de plaidoirie en français cette fois. Donc sur le même principe, on juge beaucoup l'art oratoire, la manière de s'exprimer. Et on découvre vraiment des étudiants formidables qui sont dès la première année dans ce concours et qui ont un vrai potentiel d'avocat. C'est toujours un plaisir de les voir évoluer après et d'atteindre leur objectif quelques années plus tard. On a ensuite la fameuse cérémonie de remise des diplômes. Alors évidemment, cette année, elle n'aura pas lieu, mais qui est une cérémonie qui concerne toute l'université, donc toutes les disciplines. Alors en droit, on est rouge, mais il y a les maths en vert, je sais plus, les historiens en jaune, etc. Mais on fait une vraie remise des diplômes pour tous nos étudiants de master qui ont fini leurs études, qui quittent l'université, donc avec des chapeaux. Et c'est une cérémonie évidemment très sympathique, autant pour les enseignants que pour les étudiants. Ensuite, on organise plus classiquement une journée des métiers, que vous avez peut-être vu un peu dans vos lycées aussi, c'est-à-dire une journée d'orientation où on fait venir des professionnels un peu de tous les métiers que je vous ai évoqués tout à l'heure pour que les étudiants puissent poser des questions. On organise aussi
avec les étudiants une fête du droit. Donc l'année, la photo de gauche, c'est que les étudiants devaient venir en amphithéâtre chanter une chanson. Enfin, ceux qui avaient envie de jouer un morceau devant l'amphithéâtre pouvaient le faire. C'était à l'époque sur le thème de la musique. Il y a toujours un thème. Alors, ça a été le voyage, la musique, la cuisine, etc. Donc c'est une fête qui, autour de ces thèmes-là, célèbre le droit un peu à l'image de la fête des sciences. Ensuite, nous organisons aussi une cérémonie de remise des prix d'excellence. Donc tous nos meilleurs étudiants sont récompensés chaque année. Et ils obtiennent donc c'est vraiment les meilleurs, hein, ceux qui ont les meilleures notes à partir de la mention bien. Donc ils obtiennent des cadeaux sous forme de stage chez des professionnels, et c'est comme ça que, Armelle, vous pouvez passer à la slide suivante, tous les premières années qui ont le prix d'excellence font un stage police. On leur offre, s'ils veulent, un stage d'1 semaine dans la police, où ils font, comme vous le voyez là, de la reconstitution de manifestations, de la reconstitution de scènes de crime. Ils vont visiter la police scientifique, ils font des tours en moto, etc. Donc en général, c'est un stage qui leur permet vraiment de voir s'ils aimeraient travailler dans la police, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça peut susciter des vocations. Voilà, donc j'en ai terminé. La seule chose chose par laquelle je voudrais conclure, c'est que peut-être certains d'entre vous se demandent qui sont très décidés déjà à faire du droit, commencent à se dire où je vais aller, Nanterre, Paris, Paris 2, Assas, la Sorbonne, Versailles, où est-ce que je pourrais aller? Alors évidemment, moi j'ai fait mes études à Cergy, j'y suis revenue en tant qu'enseignant, donc je ne suis peut-être pas très objective, mais je trouve que cette faculté est extrêmement agréable à vivre. On est dans un cadre super, on a un public très très mélangé. Donc c'est ni très bourgeois, ni très socialement défavorisé, c'est un public mélangé, ce qui fait un mélange, je trouve, extraordinaire. Donc c'est une fac dans laquelle on se sent bien, et puis qui a des très beaux masters, qui est très réputé, notamment en droit des affaires. Donc, franchement, je vous encourage à vous inscrire à Cergy, d'autant plus que ce qu'il faut regarder plus que la réputation des universités, qui est parfois en plus pas forcément justifiée, c'est votre temps de trajet. Si vous mettez 2 heures à aller en cours, très rapidement, vous n'allez pas aller en amphithéâtre parce que ce n'est pas obligatoire. Vous allez rater la vie sur place. Vous n'allez pas pouvoir rester le soir, boire un verre parce qu'il faudra prendre votre train. Donc, je pense que vous allez vous compliquer la vie. Vous pouvez très bien faire une licence près de chez vous, dans votre université de quartier, enfin de secteur, et puis après vous dire, bon, en master, peut-être que j'irai voir du pays. C'est tout à fait possible aussi. Mais je vous incite en tout cas vraiment à considérer cette fac de droit qui a bonne réputation, qui fonctionne très bien, et qui a un bon taux d'insertion professionnelle. Voilà, ce n'est pas forcément la peine de chercher la difficulté et d'aller à Paris à tout prix. Voilà. Donc, je suis à votre disposition. C'est bizarre parce que je ne vous vois pas, mais je suis à votre disposition là, pendant 20 minutes pour des questions. Donc, je crois que... Alors, il y en a déjà une, Oui. Marie. Alors, le droit se rapproche-t-il des sciences politiques? Alors oui, le droit se rapproche des sciences politiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de profs de droit qui font des sciences politiques, et beaucoup de politiciens politiciens qui sont passés par des facs de droit, à commencer par Jean-Michel Blanquer, professeur de l'éducation, enfin ministre de l'Éducation nationale, qui a fait une fac de droit, qui a passé l'agrégation en droit même. Donc oui, il y a évidemment une proximité. Après, si votre question c'est par rapport à un IEP par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. En droit, on fait vraiment, c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais on fait vraiment du droit de la famille, du droit constitutionnel, on fait je sais pas, du droit des sociétés, du droit des affaires, du droit pénal. Alors qu'en sciences politiques, si vous allez dans un IEP, par exemple, vous ferez un petit peu de droit, mais vraiment pas seulement. Ça, vous ferez aussi de la sociologie, vous ferez des sciences humaines de manière beaucoup plus large, alors qu'en droit, on fait vraiment du droit. Voilà. Très très rapidement, en première année, il y a quelques matières d'ouverture type sociologie, mais très rapidement, ce sera très très juridique. Donc l'IEP, enfin, les sciences politiques, c'est beaucoup plus large et ça inclut une petite partie du droit. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Une autre, pour ouvrir une entreprise, on fait comment en droit? Alors, pour ouvrir une entreprise, alors, en droit, c'est-à-dire, vous voulez savoir les formalités qu'il faut faire pour créer une société? C'est
ça Ou la alors peut-être question? en passant par la licence de droit, peut-être qu'il est possible de le Oui. faire, Ah oui, je pense. alors, le bagage juridique que vous allez obtenir en licence vous permet au moins, si vous devez créer une société, de le faire sans faire trop d'erreurs et en ayant les bons réflexes. Maintenant, je vous rassure, si votre but c'est d'être entrepreneur dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le juridique et que votre seule crainte c'est de ne pas y arriver, je vais vous donner un bon conseil. Vous faites autre chose et allez voir un avocat et il vous aidera à créer votre entreprise sans aucun problème. C'est pas le fait d'être juriste, évidemment, ça vous aidera, mais il ne faut pas faire du droit dans le but d'entreprendre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le droit. Je crois que ce serait un mauvais conseil. Voilà, ça peut, évidemment, ça vous aidera, mais un avocat, en quelques consultations de 2 heures, vous fera le boulot et vous Alors, dira ce à quoi il faut faire attention. Alors justement, pour tout ce qui est entrepreneuriat, à CY, il y a une formation spécifique, un DU entrepreneuriat. Donc, peut-être aussi s'orienter plutôt là-dessus. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de CY, vous aurez des informations à ce niveau-là. Alors, peut-on faire une licence droit DU anglo-américain sans avoir fait la spécialité LLCE anglais au lycée? Oui. Je ne pense pas que ce soit un prérequis. Vous pouvez tout à fait. Ce qui va compter en fait pour entrer en DU anglo-américain, c'est vos notes générales, c'est votre niveau général. Parce qu'en dessous d'un certain niveau général, vous ne serez pas pris. C'est-à-dire qu'on prend quand même un peu les gens qui ont les meilleurs dossiers de manière générale. Et après, on vérifie dans un second temps qu'il y a une bonne maîtrise de la langue. Donc, il ne me semble pas que ce soit rédhibitoire du tout. Si vous avez besoin de faire une autre spécialité je sais pas moi, pour demander d'autres choses et pour élargir votre profil, ne vous bornez pas à faire un LCE juste pour ça. Je pense que ça, c'est pas forcément utile. Si votre niveau est bon et que vous êtes bon en anglais par ailleurs, il y a pas de problème. Ça ne sera pas un motif de refus de votre candidature. Alors, j'ai deux questions sur le même sujet. Quels sont les enseignements de spécialité requises pour le droit? Alors, le problème, c'est ce qu'on s'est dit avec Armel, c'est que moi, je ne les connais pas toutes. Et je vais vous dire très honnêtement, ce qui compte, c'est votre niveau général. Je le redis, il y a des spécialités qu'il n'est vraiment pas utile de prendre, mais je ne peux pas vous dire lesquelles il faut prendre. C'est-à-dire que si vous aimez les maths, par exemple, vous pouvez très bien continuer à faire des maths. Après, c'est peut-être un peu idiot, pour le coup, de prendre physique. Parce que physique, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, SVT, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Tout ce qui est informatique non plus. Tout ce qui est théâtre, etc. Bon, c'est pas forcément ce qui sera valorisé, mais tout le reste, franchement, y a pas de, y a pas, il faut faire ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes capable d'avoir des bonnes notes. Voilà, je ne peux pas vous donner meilleur conseil que celui-là. On a des profils très variés en droit. Vous savez que avant, quand il y avait les bacs classiques, on prenait des étudiants en S, donc avaient fait beaucoup de maths, on prenait des étudiants en L, qui ont d'autres qualités. Donc, on n'a pas vraiment de profil type. Le mieux, c'est d'avoir le meilleur dossier possible en prenant pas des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Effectivement, encore une fois, voilà, je pense que physique, alors je ne sais pas comment s'appelle la SVT dans les spécialités, mais ça ne me paraît pas très utile pour faire du droit. En revanche, tout le reste, franchement, les maths, l'histoire, le français, la littérature, la philo, les sciences économiques, alors je ne sais plus exactement comment c'est fait dans les spécialités, mais tout ça, ça peut être utile en droit. Donc faites ce que vous aimez en fait. Vraiment, faites ce que vous aimez et dans quoi vous serez bon, parce que c'est ça qui va compter. Et puis, encore une fois, je vous rappelle que l'université n'est pas non plus hyper sélective. C'est-à-dire que oui, on a Parcoursup et oui, au bout d'un moment, on ne peut pas prendre tout le monde non plus. Mais quand même, globalement, si vous êtes dans le secteur et que vous avez des notes correctes, vous allez avoir une place. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Mais si vous voulez des filières sélectives, assurez-vous d'avoir des beaux dossiers. Et comment avoir un beau dossier? En faisant ce qu'on aime. Si vous prenez absolument des maths parce qu'il faut prendre des maths et que vous êtes nul en maths, ça va se voir et c'est pas bien. Donc dans ce cas-là, abandonnez les maths. À l'inverse, si vous adorez les maths, vous n'avez pas envie d'arrêter, continuez. En droit, on aime bien les esprits logiques. En fait, il y a deux types de profils. Il y a les esprits très logiques qui ne sont pas trop mauvais en français, donc qui s'en sortent très bien en droit. Et il y en a d'autres qui détestent les maths, qui sont très littéraires et qui écrivent tellement bien qu'ils s'en sortent très bien aussi. Donc, ce sont des profils très divers. Les seuls qui vraiment échouent en droit, c'est ceux qui n'arrivent pas à écrire bien le français. Je répète, hein, c'est le problème. Si on vous met sur toutes vos copies, vous écrivez très mal, il y a 36 fautes à la ligne, vous avez un style déplorable, il ne faut pas venir en droit, vous allez souffrir. Voilà. Donc, mais sur les spécialités, très honnêtement, si vous avez des questions plus précises sur vos spécialités, parce que je ne les connais pas, n'hésitez pas à me demander, mais honnêtement, faites ce que vous aimez.
Alors, est-il plus intéressant d'effectuer une licence en droit pour rentrer en UEP ou l'entrée dans le collège universitaire est plus intéressante en post-bac? Alors, qu'est-ce que vous appelez collège Ouais, c'est universitaire? une bonne question. Ouais. Ça, je vois Ouais. pas de quoi il s'agit. Le collège. Alors, le début de la question, Armel, c'était. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant de faire une licence de droit pour rentrer à l'IEP, pardon? Alors, bah, l'IEP, vous avez le concours classique que vous pouvez passer, donc qu'il faut passer même avant la licence. Et puis après, vous avez la possibilité de rentrer après une licence, oui, effectivement. Donc c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est si votre but, c'est absolument d'entrer à l'IEP, il faut passer le concours. Après, nous, on a une licence, on a quelques places dans une licence qui intègre une petite prépa pour le concours IEP en première année. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais il faut vous renseigner. Mais on a ce qu'on appelle la licence prépa IEP qui vous aide avec une petite préparation à passer le concours. Mais je ne sais pas quelle est votre question, mais si vous pouvez avoir un concours direct, allez-y. Maintenant, si vous ne l'avez pas, ça peut être un plan B de faire une licence en droit, oui. Comme ça, vous pourrez réintégrer l'IEP à d'autres niveaux. Ou soit repasser le concours au bout de la première année, soit réintégrer un IEP en master, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. En quoi consistent les cours magistraux et les travaux dirigés? Ouais. Alors, les cours magistrales, c'est vraiment un cours en amphithéâtre avec le professeur qui parle, qui délivre un cours. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire qu'il parle tout seul, parce que ce n'est pas exactement ce que je veux dire, mais en gros, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que le prof fait son cours. Donc, par exemple, je vous prends un exemple. Il y a un cours qui s'appelle Introduction générale au droit en première année, au premier semestre. C'est un cours qui dure 33 heures, donc 3 heures par semaine. Donc, à chaque fois, chaque semaine, le professeur d'amphi va venir et il va donner une partie de son cours, et puis la semaine d'après, la suivante, etc. Et vous allez devoir prendre des notes. Alors, soit écrites, soit sur votre ordinateur. Donc c'est un cours magistral parce que, comme vous êtes 300 devant lui, ce n'est pas un cours où on discute. C'est le prof qui délivre un cours. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de professeurs qui aiment bien l'interactivité, qui vont vous apostropher dans l'amphi, vous parler, etc. C'est pas déshumanisé non plus, hein, mais c'est quand même un cours assez dense où vous devez prendre des notes, qui est très structuré. Il va vous dire partie 1, section 1, chapitre 2, etc. Donc ça va être bien structuré. Et après, vous allez avoir des travaux dirigés avec quelqu'un qui est plus jeune, qui est en général quelqu'un qui est inscrit en thèse, qui s'appelle un chargé de TD, qui sera votre professeur pendant les 10 semaines. Et vous allez, pendant les 10 semaines du semestre, approfondir avec lui, grâce à des exercices que vous avez vus avec le chargé de cours magistraux. Donc en fait, les deux se répondent. Il y a le cours en amphithéâtre, et puis après, pour travailler dessus, pour l'expliquer mieux, pour faire des exercices, il y a le moment des travaux dirigés. Et en travaux dirigés, vous êtes 25. Donc ça permet là vraiment de poser des questions, et c'est là aussi que vous aurez des interros, etc. Vous serez noté en contrôle continu. Est-ce qu'il est possible de faire du droit familial à l'international? Alors, ça s'appelle du droit de la famille, déjà. Alors, du droit de la famille à l'international, oui, c'est possible, mais alors, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire du droit de la famille français, donc ça, c'est en première année, que vous ferez du droit de la famille. Et puis après, il faudra faire un master en droit de la famille, ce qui existe tout à fait, ou un master en droit international, mais je ne crois pas qu'il existe de master international de droit de la famille, pas à ma connaissance. Il faudra faire soit un master droit international, soit un master droit de la famille, mais ça peut vous permettre tout à fait, effectivement, de croiser l'approche internationale avec l'approche française. Mais bon, il faut vous dire quand même que pratiquer le droit de la famille à l'international, ça n'a pas énormément de sens. Vous pourriez aller faire du droit de la famille aux États-Unis, par exemple, mais le droit de la famille international, c'est une niche, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous spécialiser vraiment à la fin, quoi, en master, voire dans votre pratique professionnelle. C'est pas quelque chose de très fréquent. Parce que le droit de la famille, c'est des conflits un peu internes en général. Autant le droit des affaires internationales, oui, ça a un sens, parce que vous avez des sociétés partout dans le monde. Autant le droit de la famille, bon, il arrive, oui, qu'on ait des adoptions internationales, par exemple. Ça, c'est possible. Ou un père dans un pays, un enfant dans un autre. Oui, ça arrive, mais c'est quand même pas le gros des problèmes de droit actuels, hein. Donc, mais oui, enfin, vous pourrez faire ça plus tard, mais vous verrez que d'ici là, la route est longue. Quel est le taux de pression? Combien de candidats, de places, rang du dernier entrée, etc.
Alors, moi, j'en sais rien exactement pour l'année dernière. Je peux vous dire que comme j'étais directrice de cette fac il y a 2 ans, je me souviens qu'en gros, on avait à peu près 4000 dossiers en droit français et on allait jusqu'à 3600 à la fin. C'est-à-dire qu'au début, on en prenait 700, 680 dans mon souvenir, puis on descendait à mesure que les gens se désistaient ou trouvaient autre chose ou allaient ailleurs, etc. Et on descendait presque jusqu'à la fin, je vous dis 3600. C'est pour ça que le taux de pression n'est pas très fort, finalement. Moins que dans des grosses universités où il y a énormément de dossiers, type Nanterre, où je crois que leur taux de pression est bien plus fort. Du coup, pour revenir sur les spécialités, il y a des personnes qui disent qu'ils ont pris que des spécialités en sciences. Est-ce que c'est gênant ou pas en fait au Non, final? c'est pas gênant. Si votre dossier est bon, c'est pas gênant, en tout cas pour la filière générale. Euh, enfin, c'est toujours pareil. Il faut quand même, parce qu'on tient compte des notes de français, d'histoire, etc., il faut quand même que dans ces matières-là, parce que j'imagine que vous en faites quand même encore un peu, dans les matières de sciences humaines, il ne faut pas vous être complètement planté. Voilà. Mais sinon, non, ça va pas. Le fait que vous ayez pris que des matières de sciences ne va pas vous bloquer à l'entrée. Moi, je vous dis, par, euh, comment dire, par calcul, que c'est pas la peine de faire de la physique si vous êtes sûr de vouloir faire du droit, voilà. Mais c'est pas parce que vous avez pris physique qu'on va pas vous prendre à la fac de droit. C'est pas la même chose. Malheureusement, vous savez, ça va vite, hein, l'étude des dossiers. C'est pas comme si on avait le temps de. On a trop de dossiers pour rentrer complètement dans le détail, hein. Ce qu'on va regarder, c'est vos résultats, vos notes, hein, de manière générale. Quels sont les débouchés à la sortie d'un master de droit? Bah, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de professions, les professions, comment dire, les plus connues du droit, comme avocat, magistrat, etc., ou notaire, qui supposent de faire une école après. Donc, c'est pas fini après le master. L'école d'avocat, c'est 18 mois après la sortie du master. Mais on peut passer l'examen après un master première année, mais de fait, tout le monde fait un master 2 en fait, pour être avocat. Donc finalement, vous avez 50 droits et après, vous avez 18 mois d'école. Magistrature, c'est pareil, c'est 50 droits et 3 ans d'école derrière. Notaire, c'est un peu différent. Il faut faire un master 2 en notariat et après, il n'y a plus qu'une année. Mais en gros, toutes ces grandes professions-là, les grandes professions du droit, il faut compter entre 5 et 7 ans d'études. Et après, en revanche, vous pouvez être juriste d'entreprise après un master 2, travailler pour une entreprise, une association, une collectivité, etc. Et ça, vous pouvez travailler tout de suite après votre master 2, donc bac plus 5. Voilà. Alors, tu as déjà répondu un petit peu. Quelles sont les études pour faire notaire ou juge des enfants? Alors, juge des enfants, il faut vous dire un truc, les amis, ça n'existe pas. Un juge des enfants, ça existe, mais ce n'est pas des études particulières. C'est-à-dire qu'il faut être juge. Une fois que vous êtes juge, vous choisissez vos affectations et là, vous pourrez décider d'être juge des enfants, mais très probablement dans votre vie, vous ferez 4-5 ans de juge des enfants, puis après, vous serez juge d'instruction, puis après, vous serez juge aux affaires familiales ou à l'application des peines. En fait, il faut être juge. Pour être juge, il faut faire 5 ans de droit. Alors, encore une fois, vous pouvez passer le concours après la 4e année, mais je vous conseille de faire les 5 ans avant de passer le concours, qui est difficile. Donc 5 ans de droit, plus le concours de l'École nationale de la magistrature, qui est à Bordeaux. Et après, une fois que vous êtes à l'École nationale de la magistrature, vous avez 3 ans d'études pour être juge. Sachant que, n'ayez pas peur, dans ces 3 ans, je crois qu'il y en a au moins une et demie où vous êtes payé déjà. Et vous êtes ce qu'on appelle auditeur de justice, vous êtes déjà en stage en juridiction. Donc, c'est pas 8 ans d'études sur une chaise devant une table, hein. Vous travaillez déjà plus ou moins. Mais vous ne serez juge qu'au bout de 8 ans. Et une fois que vous êtes juge, c'est là que vous choisissez ce que vous allez faire. Et juge des enfants, ça se choisit à ce moment-là. Donc, une fois qu'on est juge, on peut faire juge de ce qu'on veut, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Sauf le tribunal de commerce, le juge des droits des affaires, qui est un petit peu particulier. Mais pour tout le reste, il faut être juge tout court. Et après, vous verrez votre affectation. Et vous apprenez après sur le tas. Il y a des juges des enfants qui deviennent juges des enfants à 50 ans et qui avant étaient juges complètement d'autres choses, par exemple d'application des peines. Est-ce que magistrat et procureur, c'est la même chose? Oui, c'est une bonne question. Les procureurs sont des magistrats. En fait, les procureurs, c'est pareil. Ils viennent tous de l'école de la magistrature. Donc, un procureur, c'est un style de magistrat, c'est un style de juge, si vous voulez. C'est un type de juge. Donc, c'est les mêmes études. À la fin de l'école de la magistrature, vous choisirez si vous voulez être plutôt côté procureur, donc représenter le peuple français, l'État, par exemple, et donc être plutôt du côté, d'une certaine manière, un peu
accusatoire si vous faites du pénal, soit vous déciderez d'être magistrat plutôt du siège, parce que les procureurs sont ce qu'on appelle les magistrats du parquet, parce qu'ils sont debout sur le parquet, et les magistrats du siège, ils sont assis. Donc, on les appelle les magistrats du siège. Donc, vous choisirez, pareil, après l'école de la magistrature, ce que vous voulez faire. Donc, un procureur a toujours fait des études de droit. Enfin, a toujours fait l'école de la magistrature. Est-ce que le par cœur est essentiel? Le par cœur, alors en fait, il n'y a rien de vraiment par cœur en droit, contrairement à ce que tout le monde pense. On n'apprend pas les codes, on n'apprend pas les lois, hein, bien évidemment, il y en a beaucoup trop. Donc on n'est pas censé apprendre par cœur, par cœur. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même apprendre ses cours. C'est un peu comme apprendre un cours d'histoire avant une interro d'histoire, mais c'est pareil. Voilà. Donc c'est pas du par cœur. Personne ne va vous demander de recracher des choses par cœur, ça n'a aucun sens, mais on va vous demander d'avoir compris et d'être capable de restituer des connaissances. Donc forcément, il faut apprendre, il faut avoir une grosse capacité de travail. Parce que oui, il y aura des cours à apprendre qui vont faire des dizaines et des dizaines de pages et qu'il va falloir quand même un peu les ingurgiter. Donc, il faut apprendre maintenant, par cœur, jamais. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est faux. C'est une caricature de la fac de droit. Est-ce que c'est possible dans les métiers du droit de beaucoup bouger, c'est-à-dire passer d'un pays à un autre, etc. Oui, bien sûr. Si vous êtes d'abord, vous pouvez être avocat et bouger parce que vous pouvez très bien travailler pour un cabinet d'avocats. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats anglais et américains à Paris et qui peuvent tout à fait vous permettre d'aller passer 2 ans en Chine, dans les endroits où ils ont des filiales, aux États-Unis ou n'importe où, où ils ont même souvent leur maison mère d'ailleurs. Donc vous pouvez tout à fait bouger en étant avocat, en étant juriste d'entreprise aussi, bien sûr. Après, vous pouvez aussi faire du droit international qui vous amène de fait à bouger. Donc oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, on a beaucoup de... Vous pouvez très bien aller faire une partie de vos études de droit quand vous êtes à Cergy dans un autre pays, hein. Soit un semestre, soit une année, soit faire un LLM. Après votre master, il y a beaucoup de possibilités et forcément, ça internationalise votre CV. Et après, évidemment, vous pouvez bouger, oui. Enfin, la condition étant toujours la même, hein. Il faut parler anglais. De toute façon, pour être juriste, il faut parler anglais. C'est impératif. La fac se trouve où? Alors, la fac, elle est à Cergy-Préfecture, sur la ligne du RER A. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le coin et notamment le centre commercial des Trois Fontaines, mais nous ne sommes pas loin. Voilà, nous sommes à 5 minutes à pied des Trois Fontaines. Donc, allez, 7 minutes de l'arrêt Cergy-Préfecture RER A. Voilà. Des informations supplémentaires sur le droit pénal. Alors, le droit pénal, vous ne ferez jamais une licence de droit pénal, ça n'existe pas. Par contre, vous pourrez faire un master de droit pénal. Alors, à Cergy, on n'a pas de master de droit pénal à l'heure actuelle, mais d'ici à ce que vous arriviez, je pense qu'on en aura un, puisque c'est en projet. Euh, Nous, on a juste un master de droit pénal financier, donc c'est un peu particulier parce que c'est tout ce qui est lutte anti-blanchiment et c'est plutôt du bancaire et pénal en même temps. Donc, le droit pénal, vous en ferez à la fac de droit toujours en licence, mais en deuxième année. Euh, En deuxième année, vous ferez droit pénal. Après, vous pourrez faire de la procédure pénale, du droit pénal des affaires entre votre deuxième, troisième et quatrième année. Donc, ce sont des matières de la licence en droit. Et si vous adorez le pénal, vous ferez un master de droit pénal après. Il y en a un très bien à Nanterre pour l'instant, et je pense qu'il y en aura un à Cergy d'ici là. Alors, je vais prendre une dernière question. Quelles sont les études précises pour faire notaire? C'est un peu le seul truc qu'on fait pas à Cergy, donc je suis pas très douée, mais je crois qu'il faut faire un master. En fait, il faut faire une licence en droit classique, que vous pouvez très bien faire chez nous. Ensuite, il faut faire un master en droit notarial, ou un master notariat. Je crois qu'il y en a un à Paris 2, il y en a un à Paris 1, il me semble qu'il y en a un à Sceaux, il doit y en avoir un à Nanterre aussi. Donc, vous faites les 2 ans de master de notariat, et je crois qu'après, il y a une année ou deux, c'est là que je peux me tromper, de DSN, diplôme supérieur du notariat qui finissent votre formation, quoi. Donc, mais le tout, c'est de commencer d'abord par un master en droit notarial. Enfin, de commencer par une licence, où vous voulez, puis ensuite un master de droit notarial, là où il y en a. Ok, super. Donc, il reste des questions, mais on va devoir arrêter là malheureusement. Mais je note les questions Ah, je peux répondre à une de plus, hein, si vous voulez, encore une de Armelle. Moi, j'ai plus. 3 minutes, là. Ouais. Est-ce que c'est correct de dire ministère public pour les procureurs français? Oui, ils font partie du ministère public. Ce sont des représentants du ministère public, ces procureurs, tout à fait.
Et du coup, qu'est-ce qu'une fiche de jurisprudence? Ah, alors une fiche de jurisprudence, c'est ce que vous allez apprendre à faire en première année. En fait, on vous donne un arrêt. Alors, un arrêt, c'est une décision de justice. En général, en première année, on vous donne des arrêts de la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation, c'est un peu le tribunal, c'est un peu ce qu'on appelle, il ne faut jamais dire ça parce que c'est faux, mais la Cour suprême en France. Il n'y a qu'une Cour de cassation à Paris et c'est elle qui rend les arrêts une fois qu'il y a eu un tribunal qui s'est prononcé, puis une Cour d'appel. Ensuite, ça part en cassation éventuellement. Et donc, on vous donne des arrêts de la Cour de cassation qui font à peu près une page et demie. Et il faut y faire une fiche de jurisprudence à partir de ça. C'est-à-dire qu'il faut décortiquer l'arrêt parce que ce n'est pas toujours très simple à comprendre, la manière dont c'est rédigé, un arrêt de cassation. Donc, il faut trouver les faits, il faut trouver la procédure, le problème de droit, la décision de la Cour d'appel, les arguments des parties et la solution de la Cour de cassation. En fait, il faut décortiquer, décomposer l'arrêt pour bien l'expliquer avec des catégories comme ça très, très déterminées. Faits, procédures, donc ça c'est ce qu'on vous apprend à faire, c'est un exercice complètement nouveau pour des gens qui viennent du lycée, et c'est ce qu'on apprend à faire en première année. Et ensuite, une fois qu'on sait faire ça, on peut ensuite commenter les arrêts, donc ça on le fait à partir de la deuxième année, en faisant une fiche de jurisprudence qui sert d'introduction, et après on commente la décision, donc par une sorte de dissertation, si vous voulez. Donc ça, ce sont les exercices spécifiques du droit que vous découvrirez au fur et à mesure. Justement, il y a une question là-dessus. Il faut savoir parfaitement faire des dissertations. Bah, c'est pas... oui, en fait, il faut parfaitement faire. Non, on va vous l'apprendre. De toute façon, c'est pas vraiment... Nous, en droit, il y a trois types d'exercices. Il y a les dissertations, vous allez continuer un peu tout le temps. Il y a les commentaires d'arrêt, ce que je viens de vous dire. Et il y a les cas pratiques. On vous donne une situation, monsieur machin a renversé madame Bidule en voiture, elle a subi un dommage qu'il doit payer. Voilà, ça c'est un cas pratique. Donc, ces trois exercices-là, ils vont rythmer vos années, tout le temps. Vous allez faire les trois. Donc les dissertes, on continue à en faire. Donc effectivement, si vous êtes totalement, si ça vous dépite de faire une dissertation, c'est pas vraiment bien de venir en droit parce que vous allez forcément en faire. Maintenant, si vous n'êtes pas trop mauvais, voilà, ça suffit. Vous allez progresser aussi. Mais il ne faut pas détester ça, je crois. Alors, Et on dernière va question. vous apprendre. Hein. Enfin, on va vous apprendre, on va repartir un peu de zéro, mais en se basant sur vos bases solides du lycée, quoi. Oui. Donc, dernière, si jamais on regrette notre choix en droit, comment cela se passe-t-il? Alors, ça dépend. Ça, c'est Armel qui sait répondre. Vous pouvez vous réorienter dans l'année. Armel, c'est ça, hein? Tout à fait. En fait, il y a des possibilités au deuxième semestre, à condition parce que tous les ans, on n'ouvre pas forcément des places, mais vous avez une orientation possible au deuxième semestre, soit dans une autre filière de CY, soit dans des dispositifs particuliers qu'on met en place pour des remises à niveau. Soit on a des accords aussi, on peut vous proposer des places en BTS ailleurs, en IUT, etc. Mais oui, complètement. Par contre, ne venez pas trop tard. Dites-vous qu'il faut commencer quand même à venir au service d'orientation au mois d'octobre, novembre, pour travailler ce projet de réorientation, parce que bien sûr, nous, on ne vous laisse pas partir comme ça ailleurs. On travaille avec vous pour voir réellement si votre réorientation, elle est pour quelles raisons, vers où, etc. Mais bien sûr, hein, mais ça, c'est pas que le droit. Hein. Dans toutes les filières, vous avez des possibilités de réorientation qui sont ouvertes. Il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site, je crois, de l'ONICEP. Il me semble qu'il y a un truc pour tester un peu si on est fait pour tel ou tel type d'études. Renseignez-vous bien, parce que c'est vrai que le droit, on peut en avoir une vision un peu fantasmée dans un sens comme dans l'autre. Voilà, donc il faut aller quand même vous renseigner. En fait, vraiment, hein, le droit, faut aimer la politique, tout ce qui se passe autour de vous. Il faut être bon en français, il faut aimer vous exprimer à l'oral, parce que bon, ça s'apprend. Mais il y a une partie orale forcément en droit. Si vous voulez être avocat ou juriste d'entreprise, il faudra parler devant des gens un jour ou l'autre. Donc il faut aimer ça quand même, être un peu sociable, un peu intéressé par le monde qui vous entoure. En gros, c'est ça les qualités qu'il faut. Super, bah, c'est parfait. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Et du coup, on va clôturer cette séance-là et en vous remerciant tous et en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Merci à tous. Oui, bonne Au revoir. réflexion à toutes et à tous hein, pour la suite.